Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver en direct sur Canal Algérie, comme chaque dimanche soir, pour parler football dans votre émission Canal Foot. Et au sommaire de ce 19e numéro de la saison, on va parler de la CAN, une nouvelle fois, avec cette CAN assez particulière, pas mal de surprises et notamment du suspense à travers les matchs. On reviendra notamment sur le bilan du premier tour, ainsi que ces huitièmes de finale qui ont commencé, donc les matchs des huitièmes qui ont commencé hier samedi. On parlera aussi de la Ligue 1 avec la 15e journée, donc la phase finale, plutôt la phase aller a pris fin hier avec une nouvelle victoire du Mouloudia d'Alger, 2-0 en déplacement du côté d'Oran face au Mouloudia d'Oran. Le Mouloudia d'Alger, incollable, hein, j'ai envie de dire, cette saison, avec, pour l'instant en tout cas, avec 36 points récoltés sur 45, et aussi la bonne affaire de l'USMA qui revient très très fort avec une nouvelle victoire, 3-1 ce soir face au NC Maghreb. Pour parler de tous ces thèmes et sujets, j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau notre ami Khaled Dikimaj. Khaled, bonsoir. Bonsoir Saïd, et ravi d'être parmi vous avec ces grands monsieur. Merci beaucoup. Et avec Saha, Khaled, à vos côtés, on retrouve là aussi un illustre ami et ancien sélectionneur national, Mziane Erin. Mziane, bonsoir. Bonsoir à tous, et j'espère qu'on passera une bonne heure avec tous ceux qui nous regardent sur Canal Algérie. Très classe comme à chaque fois, Mziane. Merci. De l'autre côté de la table, on retrouve là aussi nos deux consultants très très classe, là aussi, avec Abdelnour Kab. Abdelnour, bonsoir. Bonsoir Saïd, ravi d'avoir en face de moi un ancien élève. Et bonsoir nos amis téléspectateurs. Djilali Touzi, pas de mesure, hein. C'est bon. On se voit trop souvent. C'est notre ami, c'est bon. Bonsoir Saïd, bonsoir à nos trois éminents Chioura, bonsoir à nos chers téléspectateurs. Merci Djilali. Je le disais donc, on va parler durant cette émission de la CAN, bien évidemment, après le jingle. Et cette CAN, je le disais, nous a réservé quelques surprises depuis son entame le 13 janvier dernier du côté de la Côte d'Ivoire, avec notamment des sélections assez prestigieuses qui ont quitté la compétition, à commencer par l'Algérie, bien évidemment, la Tunisie, le Ghana et j'en passe, et des sélections comme le Cap-Vert qui est en train de faire sensation, mais aussi la Guinée-Conakry qui a battu aujourd'hui donc l'autre surprise, la Guinée équatoriale. On revient sur cette CAN, c'est surprise, avec Riyad Belkhadim dans ce sujet. Avant le début de cette CAN, il y avait les favoris d'un côté et de l'autre, les petites équipes que l'on n'attendait pas. En premier lieu, le Cap-Vert qui s'est offert la première place du groupe B. Les requins bleus ont battu le Ghana et le Mozambique et tenu la dragée haute au Pharaon d'Égypte en obtenant un match nul. Premier qualifié pour la phase finale de la compétition. Les Capverdiens affronteront la Mauritanie, autre surprise, en huitième de finale. Les Morabitoun, qui ont réussi à faire sensation dans cette compétition en décrochant la première victoire de leur histoire dans une Coupe d'Afrique des Nations face à l'Algérie et par la même occasion leur première qualification en huitième de finale. Même chose pour la Namibie, qui a remporté la première victoire de son histoire face à la Tunisie et qui a été sortie hier en huitième de finale par l'Angola, qui a brillamment décroché la première place du groupe D. C'est sans doute l'une des sensations de cette Coupe d'Afrique des Nations. La Guinée équatoriale a réussi l'exploit de terminer première du groupe A devant le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Le tout avec la manière, puisque les Équato-Guinéens ont inscrit 9 buts en 3 matchs, portés par leur buteur de 34 ans qui évolue habituellement en 3e division espagnole. Déjà auteur de 5 réalisations, Emilio Nsoué est en tête du classement des buteurs. Côté but, le bilan est également impressionnant. Seulement 3 rencontres se sont achevées sur un 0-0. Les buteurs ont fait parler la poudre avec 89 buts marqués en 36 matchs, une moyenne de 2,45 buts par match
À titre de comparaison, 100 buts furent inscrits sur toute la CAN 2022 au Cameroun. Certaines rencontres de la troisième et dernière journée resteront dans les mémoires, comme la résurrection camerounaise face à la Gambie, le retour du Mozambique face au Ghana, les dernières minutes suffocantes entre le Cap-Vert et l'Égypte, la qualification historique de la Mauritanie contre l'Algérie, pourtant favori du groupe D. Le deuxième tour s'annonce palpitant et il faudra s'attendre à d'autres surprises. Alors voilà, on a vu le sujet de Riyad Belkhedim, on discute avec notre ami Mzeniri. Surpris, Mzian, de cette CAN, de ces matchs, de ces résultats pour l'instant? Enfin, c'est une bonne CAN finalement. Parce qu'il y a des rebondissements, et puis on découvre finalement que le passé et l'histoire d'un club, d'une équipe nationale ne suffit plus en tous les cas à avoir une reconnaissance ou une qualification qui simple et facile. Je crois que tout est remis en cause dans cette CAN. Il y a des petits pays, enfin des petites nations du football. Quand il y a quelques années, on entendait pareil, participaient même pas aux phases finales de Coupe d'Afrique. Aujourd'hui, elles arrivent non seulement à bousculer les ténors ceux qui étaient censés être les ténors au niveau de cette phase finale de Coupe d'Afrique, mais aussi produire un beau football. Il y a de la qualité dans ce qu'on a vu. Le Cap-Vert a été étincelant. La Namibie, sur un match ou deux aussi, ont été très bons. La Guinée équatoriale m'a surpris. D'ailleurs, j'ai envie de dire, une surprise de voir cette équipe de Guinée, cette équipe équato-guinéenne se faire éliminer aujourd'hui face à la Guinée-Conakry. Oui, mais enfin, j'ai vu le match. C'était très équilibré comme match. Et puis bon, dans ce type de confrontation, il suffit d'exploiter une occasion et puis vous gagnez le match sur la fin de la rencontre. Mais enfin, je crois que c'est quand même une bonne CAN parce que justement, il y a des incertitudes. On ne sait pas. Alors, à un moment donné, on se disait, voilà, telles équipes, elles vont se qualifier, telle équipe. Et puis, dans la réalité, on a constaté que les choses ont changé. Et puis, bon, on s'intéresse un peu plus à cette CAN et on regarde un peu plus ces petites nations, censées être petites, mais aujourd'hui qui ont grandi, qui produisent du beau football. Eh ben, tout ça fait que cette CAN est un peu particulière. Khaled Dekimesh, je vais rejoindre un petit peu les propos de Mzeniri. L'idée, c'est vrai qu'aujourd'hui, entre guillemets, ces petites équipes qui parviennent à damer le pion au ténor d'Afrique. Est-ce que c'est justement la faute aussi aux ténors, j'ai envie de dire, aux équipes habituelles, les favoris, si on peut utiliser le terme, qui ne sont plus à la hauteur, ou c'est justement parce que ces jeunes équipes, à l'image de l'Angola, de la Guinée équatoriale, Cap-Vert, qui ont progressé ces dernières années, qui ont travaillé peut-être dans l'ombre et loin de la pression pour montrer aujourd'hui, dans cette phase finale, l'étendue de leur qualité? Non, je pense, Saïd, qu'il y a un nivellement de niveau. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui travaille. Toutes les équipes ont des staffs quand même élargis. Donc, ils ont tous beaucoup de préparateurs physiques, des analystes vidéo. Donc, maintenant, les grandes nations de football peuvent... Parfois, cela ne suffit pas. Il faut avoir aussi des joueurs. Justement. Le problème qui s'est posé dans cette CAN, c'est que les grands joueurs, au niveau de leurs équipes respectives, n'arrivent pas à faire la différence. Donc, du coup, le niveau se nivelle. Et comment l'expliquer ? Comment expliquer que, par exemple, Sadio Mané, malgré la bonne forme du Sénégal, n'est pas au top? Mohamed Salah, on l'a vu, qui était décevant. Riyad Mahrez pour l'Algérie, qui était là aussi décevant. Comment l'expliquer? Ces grands joueurs qu'on attendait ont peut-être manqué le rendez-vous. Je pense que c'est le timing de la Coupe d'Afrique qui n'arrange pratiquement pas ces grands joueurs. Et puis il y a aussi le facteur climat qui est quand même très gênant. Mais par contre, par rapport à la suite de la compétition, je pense qu'il y aura de moins en moins de surprises. On a vu jusqu'à maintenant les 3 matchs qu'il y a eu jusqu'à maintenant que la hiérarchie a été respectée.
par l'Angola, par le Nigeria. Moi, j'ai vu hier le Nigeria. Il n'y avait pas photo entre les deux équipes. Et c'était un petit peu prévisible. Quand on a vu le Nigeria dans la première phase, on a vu le Cameroun. Vous pensez que les surprises vont s'estomper au fil... Non, je pense qu'il n'y aura plus de surprise maintenant parce que tout le monde a pris conscience. Aujourd'hui, la Guinée, on s'attendait à une victoire de la Guinée équatoriale, pas de la Guinée Mais bon, Conakry. disons que la Guinée n'a pas une très très grande histoire en Coupe d'Afrique. Elle a fait peut-être une demi-finale chez elle. Mais sinon, elle n'a pas une grande histoire en Coupe d'Afrique. Puis même ses joueurs, c'est pas vraiment leur meilleur joueur. Ils jouent en 3e ou 4e division en Espagne. Donc c'est pas vraiment un ténor d'Afrique. Mais je pense que les surprises, moi, c'est ce que je suis en train de voir. Je pense que les surprises vont s'estomper parce que tout va jouer sur un match. Et là, il y aura... Il y a le facteur expérience qui va rentrer. Parce que, excuse-moi, je pense que ces équipes-là, comme la Namibie, comme la Mauritanie... La Mauritanie aussi. Ces équipes n'étaient pas programmées au départ d'aller au deuxième tour. Là, ils se retrouvent là. Pour eux, tout ce qui va se passer, c'est un bonus. Donc, ils vont jouer vraiment sans pression. Et je ne pense pas que ça va passer. Justement, Abdelnader, est-ce que vous rejoignez les propos de Khalid Kimej? C'est vrai que vous avez bien fait de parler de joueurs qui évoluent, certains en 3e, 4e division en Europe ou même dans des pays un peu lointains, si je peux citer parfois les États-Unis. Et ce genre de joueurs qui évoluent pourtant en 5e division, ces joueurs-là parviennent à faire la différence et battre des équipes où leurs joueurs évoluent au plus haut niveau. Quand je prends l'exemple, par exemple, je sais pas moi, la Mauritanie, pour parler de l'Algérie, ces joueurs ne sont pas connus. Hein. D'ailleurs, le buteur mauritanien face à l'Algérie a évolué durant quelques mois ici en Algérie, à Tejnet, puis au Nasser Sendé, avant d'être j'allais dire envoyé, mais il a été un petit peu vendu, ensuite transféré, parce que voilà, il n'avait pas donné satisfaction. Comment l'expliquer? Est-ce que voilà, il n'y a plus cette... on va dire, on ne respecte plus autant les adversaires comme... Plus de hiérarchie, il n'y a plus de hiérarchie. Voilà. Écoutez, le football va très très vite. L'évolution du football va énormément... il y a une évolution depuis quelques années et les petits pays, entre guillemets, ne font pas dérogation. Hein. Ils se développent autant que les grandes nations. Aujourd'hui, tout devient scientifique. Donc la préparation physique, technique, tactique, ce n'est plus un secret pour personne à l'époque. Il y a une question de moyens. Quand on prend par exemple l'Algérie ou la Tunisie ou même le Ghana, c'est des pays qui ont les moyens, les ressources nécessaires par exemple pour faire une préparation digne de cela. Je prends l'exemple de la Namibie ou une autre équipe. Je parle du travail qui se fait, je ne parle pas des moyens. Mais les moyens sont là pour aider justement le travail. Les moyens sont là pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions au niveau des hôtels, au niveau des camps de préparation, etc. Mais moi je parle du travail qui se fait, du travail qui se fait sur le terrain. Aujourd'hui, il n'y a plus de mystère. Tout le monde sait travailler et tout le monde sait aller de l'avant. Le football évolue depuis pas mal d'années, et plus on va maintenant dans le temps, et plus ces petites équipes, entre guillemets, arrivent à concurrencer les grandes nations, et on a commencé à le voir dans cette... pour moi, c'est pas une surprise. C'est la réalisation d'un travail qui a été fait en préparation de cette Coupe d'Afrique. Donc, et je rejoins un peu Khaled quand il dit que maintenant, il ne va plus y avoir de surprise. On a déjà commencé à le voir à partir d'hier avec Nigeria-Cameroun. On l'a vu aujourd'hui. Quand on dit que la Guinée est une petite nation, entre guillemets, moi je ne pense pas. Hein. Il ne faut pas oublier que... La Guinée équatoriale, la Guinée Conakry, par rapport à la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau, c'est vrai que c'est... D'ailleurs, l'entraîneur... La Guinée Conakry, pas la Guinée-Bissau. Oui, j'ai dit par rapport à la Guinée équatoriale et par rapport à la Guinée Bissau. C'est vrai que la Guinée, moi je me rappelle, la Guinée en 2006 est venue battre l'Algérie au stade du 5 juillet à l'époque de Jean-Michel Cavalli. 2-0, Faïntouno, c'est des... Vous avez parlé... Il y avait Nouzaré qui était entraîneur, effectivement. Vous avez parlé des grandes vedettes en parlant du Sénégal, de l'Égypte, de l'Algérie. Aujourd'hui, à l'époque, le Sénégal, il y avait ce qu'on appelait l'influence Sadio Mané. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est toute l'équipe du Sénégal qui joue. Il n'y a pas que Sadio Mané.
Donc c'est ce qui fait leur force d'ailleurs. Hein. Et il y a des nouveaux joueurs qui ont été. Est-ce que peut-être le tort justement de ces... Il y avait la dépendance de ces grands joueurs. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, quand on voit le Sénégal. D'ailleurs, même si l'Égypte a réussi à se qualifier difficilement sans Mohamed Salah, et demain ils auront un match très important. Moi, je pense qu'il va. Ils jouent ce soir. DC Congo, 0 partout après 15 minutes de jeu. Et moi, je pense qu'ils ont toutes les capacités pour pouvoir se qualifier. Donc, comme je voulais, pour reprendre un peu ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, aujourd'hui, il n'y a que le travail qui paye. Pareil, même question, Djilali, est-ce que vous êtes surpris aussi de des équipes assez surprenantes, aussi du suspense? J'ai envie de parler aussi quand on revoit certains matchs du premier tour avec un match comme le Cameroun face à la Gambie. Il y avait le suspense jusqu'au coup de sifflet final. Hein. À un moment donné, la Côte d'Ivoire qui se fait laminer à domicile par la Guinée équatoriale et qui a dû attendre jusqu'à l'ultime match de ce premier tour pour valider sa qualification. L'Égypte aussi, avec 3 points qui se qualifient. Donc c'est assez paradoxal quand même. Il y a un paramètre très important qu'il ne faut pas négliger, c'est que ces équipes soi-disant petites qui sont en train d'inverser ou de bouleverser la hiérarchie, donc c'est dû à un travail de fond qui est en train de se faire au niveau de la formation. Ils sont en train de ramener des techniciens étrangers. Ils travaillent en jeunes. La Guinée équatoriale n'est pas dans la formation. Elle a naturalisé pas mal de joueurs aussi, il faut le dire. L'exemple concret, c'est l'Angola, qui ont ramené des techniciens étrangers portugais. Il est avec ces jeunes depuis 2017. C'est des jeunes qui ont... Il a fait les jeunes déjà. Il a qualifié les U17. Exactement. Il a qualifié l'équipe du championnat angolais pour la CHAN. Il a qualifié, je pense, l'équipe olympique. C'est simple. Avec toutes les équipes qu'il a prises, il y a eu des résultats. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Donc, il y a un travail qui est en train de se faire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils forment les jeunes. Ils les envoient se perfectionner en Europe et après ils les récupèrent. L'image du Mali, du Sénégal. Le Mali, c'est un vivier du football. D'ailleurs, le Mali, on a souvent parlé du Mali lors des précédentes éditions, mais très souvent, cette équipe se fait éliminer pratiquement en huitième ou en quart de finale, notamment lors des précédentes CAN. On a avec nous en direct de France Hakim Malek, entraîneur de football qui a exercé ici en Algérie, notamment avec le Mouloudia d'Alger et le Paradou AC. Hakim Malek, bonsoir. Première question, justement, quel regard portez-vous sur cette CAN qui se tient en ce moment même du côté de la Côte d'Ivoire? D'abord, salam alaikum, bonjour à tous. Je suis ravi d'avoir Chira Eril. J'avais rencontré en 2009, et qu'il a été champion d'ailleurs. 2009. Ouais, 2009-2010 avec Schleuf. Ils sont bons. Je suis très heureux de le voir. Cette CAN. Qu'est-ce qui peut être surprenant? D'abord, la réalité, c'est qu'on se rend compte qu'il n'y a plus beaucoup de petites équipes. Ce qui est dit sur le plateau est vrai, mais la réalité, elle vient aussi du fait qu'aujourd'hui, tous les joueurs qui vont en équipe nationale ont la capacité à pouvoir suivre leurs adversaires. Ils se connaissent tous. Ils ont une capacité de prise en charge en Europe qui est différente dans leur pays. Quand on parle d'un joueur qui joue en D3 en Europe, ça reste un joueur qui s'entraîne 5 à 6 fois par semaine et qui est professionnel. Il a le même niveau d'entraînement avec des coachs qui sont très diplômés. Donc, il n'y a pas de différence quand tu l'insères dans une équipe nationale. On peut penser qu'il peut y avoir une différence, mais il n'y en a pas. Ils ont des préparateurs athlétiques de très haut niveau. Quand vous prenez le Mali, par exemple, le préparateur athlétique du Mali est un garçon qui était au Mouloudia avec moi, mais qui œuvrait pendant des années en D3. Mais c'est un top préparateur physique aussi. Donc il n'y a rien de surprenant aujourd'hui. Aujourd'hui, la réalité, c'est que les grosses équipes avaient peut-être l'avantage sur les poules à l'époque. Aujourd'hui, sur une poule, il n'y a plus de différence. C'est un mini-championnat, les équipes jouent décomplexées. La différence, elle va se faire quand tu vas passer les poules et sur la donnée mentale et l'expérience. Et à ce moment-là, je suis d'accord, il y aura peut-être moins de surprises. Même si je pense que sur un match comme Cap-Vert-Mauritanie, je ne suis pas sûr que le Cap-Vert passe devant. Par exemple, sur ce que j'ai vu en Mauritanie, je ne suis pas sûr.
Justement, Hakim, est-ce que vous avez parlé un petit peu de chance égale, hein, quasiment entre les équipes, notamment au premier tour. Est-ce que parfois ces grosses nations subissent une telle pression aujourd'hui que parfois, face à ces petites équipes, ils cèdent aussi, hein. On voit que quand on prend l'exemple de la Mauritanie qui vient de gagner son tout premier match de l'histoire en Coupe d'Afrique, donc en phase finale de la CAN, face à une équipe algérienne. C'est vrai que certains peuvent penser que l'Algérie a subi, plutôt a fléchi à travers, on va dire, face à cette équipe, d'une manière de la pression aussi. La Mauritanie a montré sur ce match-là qu'elle avait aussi des ressources physiques et techniques pour gagner. Idem pour la Namibie, qui a pu battre la Tunisie lors du premier match. Ben aujourd'hui, déjà, le plus gros problème pour moi, c'est l'approche mentale dans un match de football. Les équipes comme l'Algérie, comme la Tunisie, même le Ghana, le Cameroun, des nations qui sont fortes où il y a de gros enjeux. Le plus gros problème, c'est d'amener le joueur dans une donnée mentale où il peut être à l'aise. Quand tu joues en Algérie, au Ghana, la pression elle est tellement. La Côte d'Ivoire, tu as qu'à regarder la Côte d'Ivoire, organisateur de la CAN, et à l'arrivée, ils ont flanché. C'est pas sur le talent propre des joueurs. C'est qu'à un moment, mentalement, il y a quand même un problème. Les équipes comme la Mauritanie, ils n'ont rien à perdre, ils n'ont pas de pression sur un premier tour. Voilà, ils peuvent jouer tout leur match d'une manière débridée. C'est ce que je voulais dire. Est-ce que c'est des équipes qui n'ont finalement rien à perdre, hein. Ils jouent leur jeu sans pression et ils jouent à fond leur chance. De toute façon, déjà, ils seront toujours sur la motivation au-dessus des grosses nations. Ils seront toujours au-dessus. Les grosses nations, si à un moment, tu as un ou deux joueurs qui sont un peu en dessous, et on peut voir sur certains matchs, là j'ai vu beaucoup d'équipes qui ont fait beaucoup d'erreurs individuelles. Hein. Le Cameroun, le gardien, c'est pas top. Il y a eu, je regardais là, le match du Nigeria où il y a eu deux, trois pressings. Boum, les deux défenseurs ont perdu le ballon. La donnée mentale, elle est quand même très très importante dans ces cas-là. Il y a un gros enjeu sur les grosses nations. Il y a une grosse suprématie, on le sait. À un moment, il faut la garder. Si tu ne la gardes pas et que tu n'as pas les joueurs qui sont capables le jour J d'être présents, tu as de gros problèmes. C'est le cas de Sadio Mané aujourd'hui qui est un peu en dessous, qui paye aussi son début de saison compliqué après sa blessure. Voilà. Justement, vous parlez de Sadio Mané. Un mot sur le Sénégal. Certains, j'ai envie de dire la majorité, voient en cette équipe sénégalaise le grand favori pour la victoire finale. Est-ce que vous êtes d'accord? Ben, sur ce qu'ils produisent aujourd'hui, pour moi, ça semble être l'équipe qui a le projet de jeu le plus complet et la maturité la plus importante. Mais là où je suis d'accord avec tous les intervenants du plateau, aujourd'hui, cette équipe est mature à tous les postes et elle ne dépend pas d'un seul joueur. Elle a 3 gros joueurs au milieu qui sont jeunes et qui sont vivants. Elle a une attaque qui peut répondre à tout, qui a une capacité à presser comme à contrer. C'est solide derrière. Des joueurs qui jouent quasiment tous en Ligue 1 et qui se connaissent depuis longtemps et qui vivent bien ensemble. Je crois que pour le moment, ouais, c'est l'équipe la plus armée. Et si elle ne fait pas d'impair, elle sera difficile à bouger. Ouais. Dernière question, Hakim Malik, avant de vous libérer. Là aussi, il faut aussi souligner l'organisation parfaite de la Côte d'Ivoire jusque-là, avec notamment des pelouses qui permettent à la pratique du beau football, j'ai envie de dire. Par le passé, on pointait du doigt très souvent les conditions de jeu. Là, on voit que les terrains sont bien, les pelouses sont quasi parfaites. Ça nous donne des matchs assez intéressant avec un niveau technique plutôt appréciable. Ben c'est le dernier élément qui permet de dire à un moment que des équipes moyennes ou comme considérées moyennes à l'époque, sur des terrains qui n'étaient pas forcément praticables, s'en sortaient peut-être un peu moins. Aujourd'hui, la qualité des terrains peut permettre aussi à ces équipes qu'on considérait moins fortes de pouvoir se mettre au niveau, parce qu'il y a du talent dans certaines équipes. Quand on prend la ligne d'attaque du Cap-Vert, s'exprimer quand on est une équipe de football et qu'on a un bon terrain, c'est quand même beaucoup plus simple de jouer simplement sur la donnée athlétique qu'il peut y avoir en Afrique avec des terrains moyens. Alors, du jeu long, du combat, ça ne favorise pas forcément ni le jeu de transition, ni le jeu posé au sol. Là, aujourd'hui, la qualité des pelouses permet de voir des bons matchs. C'est peut-être aussi pour ça que c'est nivelé.
Très bien, merci Hakim, merci d'être passé avec nous sur Canal Foot. On vous dira une prochaine fois, Inch'Allah, pourquoi pas sur ce plateau. À très très bientôt Hakim, bonne soirée et voilà, donc bon courage pour la suite. Merci Hakim. On revient au plateau, messieurs. On va parler des huitièmes de finale. Donc les matchs ont débuté hier. Mzien Eril, justement, il y a eu déjà... cette victoire, belle victoire de l'Angola, 3-0 face à la Namibie. Et pourtant, l'Angola a vu son gardien se faire exclure. Donc, quelques minutes après, ils arrivent quand même à marquer en infériorité numérique. Non, je crois que l'Angola est une... Enfin, c'est pas une grosse surprise, mais du fait que déjà depuis quelques années, c'est une équipe qui affichait quand même des prétentions. On les a vus améliorer leur football, déjà au niveau de leur club. Ils atteignent facilement les quarts et les demi-finales des Petro Atlético, notamment. Coupes africaines, voilà. Donc, et ça se répercute au niveau de la sélection nationale et avec notamment aussi la présence du sélectionneur qui est là depuis déjà plusieurs années. Exact. Et qui a fait, franchement, qui avait un projet avec l'Angola. Et voilà, on voit les buts du match. Et on sent une équipe assez sereine, assez mûre, effectivement. Et ce dernier but exceptionnel. Il s'appuie sur une très bonne condition physique. Ce sont franchement des compétiteurs. Ils se battent sur tous les ballons. Et puis, bon, ils ont cette fraîcheur physique. Donc, il est difficile de les faire bouger sur ce plan-là. Et puis, défensivement, c'est un groupe qui défend bien. Tout le monde participe à l'aspect défensif. On l'a vu face à l'Algérie lors du premier match. Vous avez parlé, et c'est bien de parler de l'aspect physique, on l'a vu en deuxième mi-temps. On sentait une équipe angolaise qui avait pris un petit peu de l'ascendant sur notre équipe. Donc, et là, sur les matchs d'après aussi, ils ont été très présents sur ce plan-là. Et moi, leur qualification, en tous les cas, pour les quarts de finale, sont tout à fait justifiées. Un mot sur ce match et cette équipe angolaise. Je pense que l'équipe angolaise a pris conscience de ses qualités malheureusement contre notre équipe d'Algérie. Bon, on a vu le départ tonitruant de notre équipe contre l'Angola. Après, leur entraîneur s'est vite rendu compte qu'il avait un coup à jouer contre. Voilà, j'ai senti une équipe, après le match nul face à l'Algérie, une équipe qui a, par la suite, elle a pris confiance, notamment face à la Mauritanie. D'ailleurs, elle a marqué 3 buts avant d'encaisser 2 autres et se rendre un petit peu la tâche plus ardue vers la fin. Mais face au Burkina Faso, on sentait une nette domination de ces Angolais. On l'a vu, et ça s'est confirmé ensuite avec ce match face à la Namibie où les Namibiens n'ont pas existé quasiment. De toute façon, ils sont montés en puissance match après match. Parce que quand on voit la première mi-temps qu'ils font avec nous, ils étaient pratiquement inexistants. C'est vrai. On a eu la possession, les occasions. J'ai pas envie de dire inexistants, ils ont accepté de défendre parfois face à l'équipe d'Algérie parce que voilà. C'était prémédité en première. Voilà, on sentait d'ailleurs à un moment donné après le but de Bounja, le coach, vous parliez du changement tactique, avait procédé à un réajustement tactique en passant à 4 derrière. Après l'égalisation, ils sont revenus avec 5 derrière. Non, mais bon, après, c'est une équipe, comme il a dit le coach, les gens, ils travaillent. Maintenant, aujourd'hui, il n'y a pas de secret en Afrique. Les gens, ils travaillent. Le coach portugais est là depuis 2017. Vous dites qu'il n'y a pas de secret, les gens travaillent, je suis d'accord. Et pour ceux qui disent qu'il y a un peu de chance aussi, est-ce que... Dans le football, de toute façon, un poteau rentrant et un poteau sortant peut faire la différence. Un poteau rentrant, ça fait 1-0 pour l'équipe, pour ton équipe, et l'inverse, c'est autre chose. C'est vrai qu'il y a un brin de chance. Il y a la chance aussi dans le football, il faut vraiment la provoquer. La provoquer, effectivement. Sur ce match-là, sur ce premier huitième de finale, Angola-Namibie, comment avez-vous trouvé ce match? Déjà sur le plan tactique, 2 équipes, avec notamment Gonçalves du côté de l'Angola, on sent qu'il a bien étudié cette équipe namibienne aussi. Il n'y avait pas photo. Déjà, la Namibie, c'est un exploit déjà de cette. Mais elle est capable du pire comme du meilleur que du pire. Parce que quand on bat la Tunisie, on parvient à tenir en échec le Mali 0 partout et ensuite s'écrouler
face à l'Afrique du Sud 4-0, ensuite prendre 3 buts face à l'Angola. C'est déjà pour eux une grande performance. Hein. C'est la première fois à la Namibie qui passe le premier. Ils n'ont jamais gagné de match. Hein. Déjà. Pardon. Ils n'ont jamais gagné de match. Leur première victoire, c'est contre la Face à Tunisie. Donc pour eux, tout ce qui vient après cette qualification, c'est du bénéfice. Hein. Mais en revoyant le match contre l'Angola était nettement supérieur. On a vu, et puis ce sont des équipes, en parlant de l'Angola, en parlant de beaucoup de nations, on va le voir d'ailleurs pour les matchs restants, c'est des équipes qui vont monter en puissance. Donc, victoire tout à fait logique de l'Angola. Sur ce match. L'Angola, ça c'est des individuels au service du collectif déjà. Ou comme il a bien signalé sur ce dernier but. Il y a une grande capacité de travailler collectivement sur le plan défensif et sur le plan offensif. Ça démontre qu'il y a déjà un groupe qui vit ensemble depuis longtemps. Donc il y a ces automatismes, cette cohérence dans le groupe. Donc ce qui fait que c'est une équipe qui peut accélérer à n'importe quel moment, qui peut freiner le jeu à n'importe quel moment. C'est une équipe très mature dans le jeu. Donc ça démontre qu'il y a un travail qui a été fait. Juste une chose, Djilali, c'est une équipe qui encaisse très 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 peu de buts. Ah oui. C'est super important. Donc il y a une solidité. Pas que dans cette CAN. Hein. C'est vrai qu'il y a eu ces 2 buts face à la Mauritanie, et notamment un superbe but mauritanien, le deuxième magnifique. Je crois que c'est un des plus beaux buts. Exactement, une frappe des 35 mètres. Mais vous faites bien de le souligner, la force de cette équipe angolaise, c'est sa défense, c'est son assise défensive, et notamment lors des précédents matchs, notamment lors des éliminatoires. S'ils se mettent maintenant à marquer des buts, ça va être difficile à arrêter. Hein. C'est vrai. Avant de parler de l'autre match, ayant opposé le Nigeria au Cameroun, Zénéré, je voudrais revenir avec vous aussi sur le niveau technique de cette CAN. Certains vont dire que c'est vrai, on a assisté à de beaux matchs. Parfois, il y a des matchs assez faibles en intensité. On l'a vu notamment le premier tour. Selon vous, est-ce que vous l'avez dit tout à l'heure, certains, avant même le début de la CAN, avaient prédit en disant que cette CAN allait être sans doute la meilleure de l'histoire, au vu notamment des joueurs présents, des équipes qui ont fait beaucoup de progrès. Vous êtes déçu, vous êtes satisfait de ce que vous avez vu jusque-là? Je suis surtout capté par cette CAN, parce que ça me donne envie de regarder les matchs, parce que il y a toujours des surprises dans un match. Et puis, contrairement à ce que furent les autres CAN auparavant, qui étaient trop techniques, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de joueurs très forts techniquement, qui ont des individualités qui faisaient le spectacle sur le terrain. Aujourd'hui, nous avons des collectifs. Il y a autant d'engagement physique. C'est vrai, c'est bien de le souligner, puisqu'avant, on sentait parfois le football africain, c'était du spectacle, c'était des gestes techniques, c'était un jeu flamboyant. Là, on sent un jeu africain qui s'européanise, c'est ça, si je peux le dire. C'est une globalisation. Aujourd'hui, le football est un peu partout joué de la même façon. Exact. Parce que les conditions d'entraînement ont évolué. Donc, et puis le savoir est partout. Même l'exigence des staffs. Tout à fait. Aujourd'hui, tout le monde travaille à peu près dans des conditions convenables. Ce qui fait que le niveau a complètement... il est hissé, il est à un très bon niveau. Même les petites nations, quand on dit petites nations du football, aujourd'hui, sur le plan physique, rivalisent avec toutes les autres équipes. C'est vrai qu'il y a quelques différences. Bien sûr, le talent n'est pas partout, mais enfin, aujourd'hui, la CAN que je regarde, les matchs que je regarde, tous les matchs me captent et tout le match me donne une certaine satisfaction parce que je découvre beaucoup de choses. En tous les cas, il y a un nivellement, mais par le haut. Aujourd'hui, toutes les équipes se sont hissées à un bon niveau. D'ailleurs, le match d'hier entre le Nigeria et le Cameroun en est une parfaite illustration. C'est un match où le Nigeria a déroulé, mais d'une façon impressionnante. Pour ça que tout à l'heure, vous parliez du Sénégal.
moi je vois plutôt, après le match d'hier, le Nigeria. On va voir les images de ce match. À un niveau impressionnant. Justement, le Nigeria, vous faites bien de me tendre la perche, justement, avec Abdel Kawa. Le Nigeria, on l'a dit, on parlait même, vous et moi, avant l'entame de cette CAN, on disait que le Nigeria, suivant ses derniers résultats, notamment en éliminatoire, de la CAN ou même de la Coupe du Monde, donc au mois de novembre dernier, avait du mal à gagner. On disait que c'est une équipe qui avait des individualités, mais pas un collectif. Et qui avait un déséquilibre au sein de l'effectif, avec beaucoup d'attaquants et peu de défenseurs au plus haut niveau. Comment expliquer cette belle CAN jusque-là du Nigeria, alors que beaucoup pensaient que cette équipe allait s'écrouler, notamment après le premier match déjà, où elle avait été tenue en échec par la Guinée équatoriale. Déjà dans les pronostics avant cette CAN, le Nigeria faisait partie des équipes qui devaient être dans le carré, dans le dernier carré. C'est vrai pas si simple là. Au niveau décevant au premier match. Oui, c'est ça, c'est ce que je dis. Franchement, décevant. c'était décevant. Non, pas que le premier match, mais c'est Abdallah. sur les matchs de groupe, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais ils ont suggéré, excusez-moi, ils ont suggéré leur match. Et là, quand il s'agit maintenant de jouer un match à éliminatoire direct, ils ont montré leur vrai visage, tout simplement. Moi, ce que je voulais dire, ils se sont qualifiés difficilement pour la CAN. Il faut le rappeler. Mais ce qu'on a vu, ils avaient été battus en phase, en éliminatoire de Coupe du Monde par des petites équipes. Là aussi, un groupe qui était au bord de l'explosion. Vous parlez de ça il y a 4 mois. Il y a 2 mois, en mois de novembre. 3 mois, mois de novembre. Oui. Mois de novembre, il y a 2 mois. Mais ça travaille. Ça travaille. La preuve, il n'y a pas eu un coup de baguette magique pour que cette équipe puisse réagir comme elle l'a fait hier. Donc on a vu que le Nigeria a les capacités pour être parmi les meilleures nations. Est-ce que le Nigeria était au top ou bien le Cameroun qui est décevant aussi? Jusqu'à maintenant, on a vu deux genres de sélections. Les sélections qui font le jeu et les sélections qui attendent. On a vu pas mal de matchs où ceux qui n'ont pas les moyens d'aller carrément d'ouvrir le jeu se concentrent derrière et ils procèdent par des contres. On a vu dans pas mal de matchs. Aujourd'hui, à élimination directe, on ne peut pas fermer le jeu entièrement pendant 90 minutes. Donc on en a parlé hier en parlant du match Cameroun-Nigeria. Le Cameroun, c'est tout ce qu'ils ont. Ils ne peuvent pas faire plus que ce qu'ils ont fait. C'est vrai qu'il y a eu des erreurs défensive énormes. Mais l'équipe du Cameroun, on sent que c'est pas la meilleure génération du Cameroun. L'entraîneur. Mais quand on voit la performance, le jeu du Nigeria pendant les 90 minutes, on s'est régalé. Sur ce match, on a tout vu. Sur ce match, on a tout vu. C'est vrai. Je vais reposer la question à Khaled qui m'a là aussi. Vous dites que le Nigeria était favori. Parmi les favoris. Peut-être. C'est pas tout le monde qui est d'accord avec vous parce que juste avant. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Oui. Ce sont les connaisseurs qui l'ont dit. Non, vous êtes connaisseur, Abdel Kawa. Vous pouvez avoir un avis. Qui ont parlé des grandes nations. Vous pouvez avoir un avis. Moi, j'ai mon avis personnel. Vous avez un avis et quand on prend en considération, vous avez quand même une certaine expérience. Vous connaissez très très bien ces équipes-là. Mais, il est modeste. Il est modeste, Abdel, effectivement. En parlant justement, moi j'ai envie de souligner l'équilibre de l'équipe. Là aussi, au Nigeria, beaucoup d'observateurs, les Abdel Kawa du Nigeria, disaient que cette équipe n'est pas équilibrée, qu'il n'y avait pas beaucoup de talent au milieu et en défense comme en attaque, avec Osimhen bien évidemment comme fer de lance. Il y avait beaucoup d'inquiétudes chez les supporters du Nigeria et là on voit une équipe qui atteint les quarts de finale, même si j'ai envie de dire peut-être elle ne s'est pas encore frottée à une sélection forte, peut-être jusque-là. Non, de toute façon, ce que disait Abdel tout à l'heure, nous l'Algérie, ça fait 2 ou 3 mois, on a mis 5 buts au Cap-Vert. Aujourd'hui, nous sommes chez nous et le Cap-Vert est en train de jouer un quart de finale et peut-être il est favori pour aller, plutôt un 8e de finale, il est favori pour aller en quart de finale.
Non, c'est-à-dire la vérité d'il y a 2 ou 3 mois, elle n'est pas forcément la vérité d'aujourd'hui. Donc on a vu le Nigeria, c'est une équipe peut-être qui a été programmée pour aller le plus loin possible dans la compétition. Peut-être qu'ils ont fait une préparation poussée. Parce qu'en général, les coachs, ils sont là pour te donner un petit peu plus d'informations. Des fois, on fait des préparations poussées parce que pour eux, c'est une formalité de passer le premier tour. Je ne parle pas uniquement de ce premier tour, Khaled. Il parle du Nigeria. Il faut voir que le Nigeria, en septembre, octobre, novembre, ça bouillonnait, parce que c'était une équipe qui avait du mal à gagner un match à domicile. Sincèrement, hier, moi j'ai bien vu le match du début jusqu'à la fin. Le Nigeria m'a laissé une très 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 bonne impression. Sincèrement, quand on voit ce qu'a fait Osimhen hier, c'est vrai qu'il n'a pas joué, mais quand on voit on attendait Osimhen, il y a eu Lokman. Oui. Mais quand on voit l'abattage, l'influence sur le jeu, la pression qu'il mettait sur les défenseurs, c'est incroyable. C'est incroyable comment il a dû courir je ne sais pas combien de kilomètres à une vitesse extraordinaire. C'est-à-dire quand on... Tu as parlé de vitesse. On a vu les accélérations des Nigérias, c'était incroyable. Quand il démarrait, le capitaine d'équipe, c'est un rock. Je crois que l'entraîneur a vraiment trouvé la recette qu'il faut. L'équilibre. Il a su véritablement mettre en place une organisation de jeu qui a permis justement... Autre surprise, le RDC Congo vient de marquer face à l'Égypte, on joue la 39e minute. 1-0 pour les RDC. Ils ont l'habitude de revenir un peu sur le tard. Il va attendre jusqu'à la fin. Donc je disais que l'entraîneur avait trouvé la bonne formule. Défensivement, ils ont été très bons hier. Ils défendaient en 5-4-1. Tout le monde défendait. Ils se projetaient très rapidement en 3-4-3 sur le plan offensif. Franchement, le travail dans les couloirs et au milieu de terrain, il a été magnifique. Une animation tout à fait selon les possibilités, les capacités des joueurs. Ce qui fait, sur ce match-là, s'ils sont capables de reproduire autant d'efforts et le même jeu, ça sera difficile de le faire bouger. C'est le match référence hier, c'est le match référence du Nigeria. Préférence face au Cameroun, ce n'est plus le Cameroun d'il y a quelques années. C'est pas l'adversaire qui est important. C'est la qualité de jeu. Absolument. Hier, le Nigeria a montré... Absolument. On a déjà une affiche. On connaît déjà la première affiche des quarts de finale. Donc c'est Angola-Nigeria. Comment voyez-vous déjà ce match ? Indépendamment, Saïd, je parle du Nigeria, sur le plan physique et athlétique, déjà, c'est une équipe, il y a un groupe qui s'est créé. Donc, il y a la notion du groupe qui s'est installé. Avant, peut-être, on voyait le Nigeria beaucoup plus individuellement. Même sur le plan application tactique, c'est une équipe qui a beaucoup progressé dans la transition dans les deux sens, que ce soit la transition défensive ou offensive. Et ils ont cette capacité d'accélérer le jeu et cette vitesse de réaction pour faire la différence. Et puis l'impact physique. On a vu dans les duels. On connaît la force physique absolument. De tout temps de cette équipe. Oui. Là aussi, victoire aujourd'hui, on parle du match disputé tout à l'heure, donc victoire sur le fil de la Guinée-Conakry devant la Guinée équatoriale. Toutes les Guinées ont joué durant cette CAN, avec la Guinée-Bissau notamment. Moi, j'étais surpris par la défaite de la Guinée équatoriale. J'avais misé un petit peu, 1 centime en tout cas, sur cette équipe équato-guinéenne. Finalement, moi j'ai vu un peu le début de match, à la mi-temps, etc. C'était très équilibré entre les deux. Mais il y avait un peu plus on sentait une meilleure maîtrise dans l'aspect offensif de la Guinée-Conakry. Contrairement les Guinéens, la Guinée équatoriale, les joueurs m'ont paru un petit peu fatigués, pas très bien dans leur peau, un peu fatigués, physiquement, mais ils n'osaient pas. Ils étaient dans Est-ce que le fait d'avoir battu la Côte d'Ivoire 4-0, là aussi, ça monte un peu à la tête. Oui, ça peut être ça. Soit ça, soit aussi cette équipe a eu de la pression
elle s'est sentie justement, on va dire, favorite, dans la peau de favorite. Elle n'a pas su gérer ce... Juste une petite anecdote, l'équipe de Guinée, ça fait 9 ans, ça fait 9 ans qu'elle ne s'est pas qualifiée en quart de finale. La dernière fois qu'elle était en quart de finale, c'était en Guinée équatoriale. Ok, on était là-bas, voilà, en Et 2015. comme par hasard, aujourd'hui, se qualifier 9 ans après au quart de finale, on bat la Guinée. face à la Guinée. La Guinée, c'est vrai qu'il y a Moi, eu... moi, je suis content un peu pour la Guinée parce que bon, j'ai un ami que tout le monde doit connaître, Titi Camara, qui est un ancien international, un ancien joueur de Marseille. C'est le sélectionneur de la Guinée. Non, qui est... C'est Kaba Diawara. Kaba Diawara, voilà. Et qui a un centre de formation et qui a fourni pas mal de joueurs, non seulement l'équipe nationale, mais même des joueurs d'Europe. Donc aujourd'hui, ce n'est qu'une juste récompense. Non, c'est une nation à football. À football, ça, on est d'accord sur la Guinée. D'ailleurs, très souvent, moi, on a tendance, quand on parlait de Guinée, on parlait même pas de la Guinée équatoriale et Guinée-Bissau, puisqu'on connaissait que la Guinée Conakry. Afia, Conakry. Ça, on peut en parler. Hein. Très, très bien. Mes souvenirs à Conakry, j'ai été blessé là-bas, donc... Ah oui. Ouais. Pas de match 5-2, j'espère. Non, match finale Coupe d'Afrique, D'accord. Ah oui. En 1978. Voilà. Blessure. J'ai été très méchante blessure. J'ai dû être évacué pour me faire opérer à l'étranger. Et depuis, bon, je souffre un peu. Je souffre encore un peu. Jusqu'à aujourd'hui, donc pas de bons souvenirs. On va parler justement, on a parlé du niveau de la CAN et notamment, on va revenir chez nous, j'ai envie de dire, de la sélection algérienne, mais évidemment éliminée au premier tour. Malheureusement, donc classé 4e de son groupe D. On va dire que moi j'ai envie de dire, j'ai pas voulu revenir sur cette élimination, on en a parlé longuement durant plusieurs jours. Le mal est fait, donc on est éliminé. Il faut penser à l'avenir. On est d'accord, messieurs. Il y a le stage, la date FIFA du mois de mars. Il y a le mois de juin avec notamment, Messiane, un match face à la Guinée. Puisqu'on affrontera cette Guinée. Voilà, en éliminatoire de Coupe du Monde et l'Ouganda. On va parler un petit peu dans ce sujet réalisé par Sid Ahmed Bouraïb sur justement, on va dire, les défis qui attendent l'Algérie pour la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2026 et l'utilité ou la nécessité surtout de rajeunir l'effectif en prévision de ces deux échéances. On va suivre le sujet, on revient. Une page se tourne en équipe nationale. Après 3 échecs consécutifs, le changement est devenu inévitable. La génération des Mahrez, Libani et autres passera le flambeau incessamment à de jeunes joueurs qui ont émergé ces derniers mois, à l'instar de Amoura. Ce dernier percutant et dynamique apporte toujours le plus lorsqu'il est sur le terrain. Le sociétaire de l'Union Saint-Géloise sera sans doute l'une des pièces maîtresses de la sélection lors des prochaines années. Houssam Aouar, qui n'a pas beaucoup joué lors de la dernière CAN, sera aussi parmi ceux qui auront la responsabilité de remettre l'Algérie sur les rails au niveau continental mais aussi mondial. Fares Chaibi, lui, a déjà montré de très belles choses, avec 2 buts en 12 sélections dont une face aux champions d'Afrique en titre sénégalais à Dakar. Le sociétaire de Francfort sera l'un des fers de lance de l'équipe. En défense aussi, la nouvelle génération frappe aux portes, avec Ait Nouri et Laroussi qui évoluent en Première Ligue. D'autres joueurs talentueux qui n'étaient pas du voyage en Côte d'Ivoire, à l'instar de Gouiri et Bouannani, mettront leur talent à profit lors des prochaines échéances. Des échéances qui approchent à grands pas. La prochaine CAN se jouera en 2025. Une bonne campagne sera nécessaire pour faire oublier les naufrages de Douala et de Bouaké. Un autre grand objectif, c'est bien sûr le Mondial 2026. L'Algérie, qui a débuté sa campagne de qualification de la meilleure des manières en alignant 2 victoires en autant de matchs, profitera du passage à 48 équipes afin de signer sa présence pour la 5e fois de son histoire. Un grand travail attend la sélection pour atteindre ses objectifs, à commencer par la prochaine date FIFA qui aura lieu en mars prochain. Et en mars prochain, justement, il y aura un tournoi amical qui sera disputé en Algérie, qui regroupera bien évidemment la sélection nationale, l'Afrique du Sud, la Bolivie et l'équipe d'Ondor.
voilà, qui devrait... C'est évident qu'il soit là, Andorre. Je crois qu'il y a eu un changement. Je crois Le changement concerne l'Albanie. Ah, Au départ, on devait avoir l'Albanie, mais l'Albanie va jouer la Suède, donc au mois de mars, ne sera pas là, donc remplacé en principe par l'équipe d'Andorre selon nos informations, bien évidemment, en Donc attendant on aura la l'occasion de jouer quand même. confirmation. On jouera deux matchs. On aura une semaine, donc on aura 2 matchs. Alors, en principe, ce n'est pas encore officiel, l'Algérie affrontera la Bolivie au stade du 5 juillet avant de jouer 2-3 jours plus tard l'Afrique du Sud, devinez où? Nelson Mandela. Nelson évidemment. Mandela. Évidemment. Nelson Mandela. C'est logique. Voilà. C'est logique, Et absolument. ça sera au mois de Ramadan qu'on nous fait Ramadan, Ouais. donc mois de Belle soirée. La soirée. belle soirée, donc notamment ce deuxième match. Et Andorre affrontera l'Afrique du Sud et Et la Colombie. Et la Bolivie. et la Bolivie. En principe, soit Annaba, soit Constantine. On attendra d'avoir l'officialisation de tout cela dans les semaines à venir. Donc voilà, on est déjà focus on se projette sur ce stage du mois de mars, mais aussi les 2 matchs prévus pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde en juin. À Denol, on a vu le sujet. C'est vrai qu'il y a eu la désillusion à Bouaké. Mais les motifs d'espoir sont là, avec une génération qui arrive. On va dire, l'équipe de 2019, si on peut l'appeler ainsi, peut remettre désormais le flambeau à des jeunes joueurs, à l'image, si on doit parler en attaque, quand on a Bouanani, Gouiri, c'est des jeunes joueurs. Bouanani, 19 ans, hein, Gouiri, 23 ans. Bounjah a 32 ans, il n'est pas encore terminé. Amoura, au milieu, on retrouve Awar, là aussi 25 ans. Boudaoui, Qadri, Cheibi, là aussi 22 ans. Zorgan, Aïtenouli en défense. Attal qui est encore jeune. Bloumé, entre guillemets, qui peut rejoindre. Et d'autres joueurs qui Bien vont sûr, arriver, bien sûr, évidemment, au fur et à mesure des années, avec Mandrea qui commence à s'installer en tant que. Qui a prouvé que. Il est bien installé. Qui a bien installé, justement. Abdenon, j'ai envie de dire. Bon, on n'a pas à s'inquiéter sur l'avenir de notre. Quant à l'avenir de notre De toute sélection. façon, Bouraïb a bien résumé un peu ce qui concerne justement les jeunes. noyau. Le noyau. Vous savez, en équipe nationale, on a eu des équipes nationales qui étaient très fortes, des équipes nationales moyennes, des équipes nationales qui ont échoué, mais l'équipe nationale existe et existera toujours, qu'elle soit bonne ou pas bonne. Donc aujourd'hui, on a la croisée des chemins. C'est vrai qu'il est temps de repenser, puisque ce qui est intéressant de ce qui a été fait ces derniers mois et ces dernières années, c'est un peu d'avoir ramené beaucoup de jeunes, des jeunes prometteurs, mais qui n'ont toujours pas prouvé au niveau de l'équipe nationale, qui peuvent prouver. Mais on aura toujours besoin d'une ossature qui puisse les diriger. On ne peut pas du jour au lendemain enlever pratiquement tous les anciens joueurs et mettre des nouveaux. Donc, progressivement. Donc progressivement, malheureusement, et bon, vous allez me dire c'est le cas de toutes les nations au monde, il y a les dates FIFA. Comme nous avons la majorité des joueurs qui jouent à l'étranger, on ne peut pas donc faire chose qui était beaucoup plus intéressante à l'époque où on avait des joueurs locaux et on pouvait faire des stages pratiquement à longueur d'année. Donc aujourd'hui, on a cette échéance, il y a ce tournoi qui se prépare en mars, et puis il y aura le premier en juin, éliminatoire de la Coupe du Monde. On reçoit la Guinée et on se déplace en Ouganda. En Ouganda. Bon, déjà, on a déjà 6 points sur 6, c'est déjà pas mal. Donc, de ce côté-là, moi, je reste quand même assez serein, dans la mesure où on va pouvoir jauger maintenant. Il faut oublier un peu ce qui s'est passé et toujours penser à l'avenir. Tenir compte de ce que nous avons fait, où nous avons fauté, et aller de l'avant en améliorant, et pourquoi pas retrouver le meilleur niveau. Ziane, là aussi, sur votre regard un petit peu sur le futur de cette sélection nationale. Moi, je crois que il faut toujours positiver les choses. Il n'y a pas lieu de rester négatif, parce que ça ne fait pas avancer les choses. Donc, restons positifs, regardons devant. Il y a déjà une base assez bonne. Il y a de bons jeunes qui sont arrivés, qui sont là, et
il faudra que on sache renouveler aussi quand il faut l'effectif et donner la chance à d'autres. Mais je persiste à dire que ce n'est pas la vraie solution. En fait, la vraie solution réside dans le football national. C'est vrai. Il faut Développer. maintenant, bon, ça suffit à chaque fois de dire on repart et on refait. D'accord. Maintenant, retournons un peu vers le football local. Le football local a besoin d'être réorganisé d'une autre façon. Et il a besoin aussi de moyens. Et il a besoin d'être pensé autrement. Comment faire? Là, on est en train d'assister à des supposées petites nations qui en fin de compte arrivent à bousculer toute la hiérarchie. Mais quand on fouille un peu comment elles ont fait pour y arriver là, mais il n'y a pas de secret. Le travail, c'est de donner la possibilité à nos jeunes de pouvoir s'exprimer dans un terrain de foot, de mettre les cadres et les entraîneurs qu'il faut pour pouvoir les former, assurer leur formation, assurer leur avenir, parce que le football aujourd'hui est devenu une source c'est un job comme un autre. Donc, allons vers une organisation qui va permettre un peu à ce que ceux qui font du football puissent se sentir à l'aise, puissent se sentir bien. Voilà. Et c'est à ce prix-là que, dans peut-être une dizaine d'années, on ne se posera plus ce type de questions. On sera tellement à l'abri. Avoir un vivier déjà. Voilà. Et puis on aura un football local qui sera suivi. Ça, je l'entends depuis pas mal d'années. Voilà. Il faut prendre des décisions fermes aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut prendre des décisions fermes. Justement, en parlant de décisions fermes, on sent il y a cette volonté. Ça fait 10. On sent une volonté. Nous sommes professionnels depuis 2010. Nous sommes en 2024. 14 ans sont passés. Le seul club en Algérie qui a son centre de formation, il est connu, c'est le Paradou. Alors, où sont les autres centres de formation qui sont logiquement obligatoires pour ces clubs. Les clubs. Et justement, on sent quand même une volonté de l'État algérien qui sponsorise plutôt, qui a des sociétés nationales qui ont racheté des clubs. Quand Mouloudia, Siabé, l'USMA. Mouloudia va réceptionner un centre d'entraînement prochainement. La GS Kabylie aura un stade. Ce qui est normal chez nous devient paranormal. Un centre de formation, moi j'ai sillonné l'Afrique dans pas mal de pays africains, j'ai visité des centres de formation, c'est pas l'hôtel Hilton, mais ils ont c'est pour la pub. Oui, enfin c'est pas un hôtel 5 étoiles, mais ils ont leur lit, ils ont un bon lit, ils ont une très bonne cuisine, ils ont des terrains où ils peuvent s'entraîner, ils ont des formateurs. Ça, c'est dans des pays qui sont censés être... C'est vrai, mais là, on sent un certain changement rapidement sur ce volet. Et justement, je pense, Saïd, qu'on n'a pas assez tiré de leçons par rapport à notre dernière élimination en Coupe d'Afrique. La dernière, mais je pense qu'avec celle-là... On a tendance à se focaliser sur la CAN de Douala et de Bouaké. Il faut rappeler qu'en 2017, on a quitté la CAN au premier tour. En Afrique du Sud, en 2013, on a quitté la CAN au premier tour. On ne s'était pas qualifié en 2006 et en 2008. En 92, premier tour. C'est ça, donc malheureusement... Après l'avoir gagné en 2019. C'est vrai qu'on avait... Notre ambition c'est vrai. Et bon, après ces deux désillusions-là, je pense que, comme il a dit Abdounour, il faudra tirer les conséquences de ça et commencer, comme il a dit le coach aussi, Méziane, il faut vraiment se retourner un petit peu vers le football national et commencer à préparer des jeunes, parce qu'on a un vivier quand même très très important ici. On a vu qu'en 2019, les artisans de la victoire de l'Algérie étaient formés ici. Exactement. Donc ça nous a donné, en principe, ça doit nous donner beaucoup d'enseignements et commencer à former des joueurs ici, et on ira loin. Rapidement. C'est il y a une transition qui est en train de se faire, je dirais sereinement et progressivement. Il y a des joueurs qui vont dépasser les trentaines prochainement. Il y a des jeunes qui arrivent, donc il faut penser à l'avenir et regarder devant soi.
Et je pense qu'il y a deux échéances très importantes qui se profilent. Et mettre, pourquoi pas. Aussi, voilà, on aura le temps de débattre sur ça parce que là aussi, rajeunir aussi radicalement l'effectif, c'est un risque à prendre, hein, puisqu'il y a 2 matchs. D'un footballeur. Ouais, mais il faudra assurer la qualif du Lali, hein, notamment pour la Coupe du Monde 2026. Place à la Liga. Voilà donc la Liga est fin de la phase aller avec une nouvelle victoire du leader incontesté de ce championnat, j'ai nommé le Mouloudia d'Alger, brillant face à l'équipe du MCO, même si le match n'a pas été exceptionnel, il faut le dire, mais le Mouloudia d'Alger... Merci pour le mot brillant, merci. Voilà, exact, je me suis rattrapé rapidement. Bonne deuxième mi-temps, on a vu une bonne deuxième mi-temps. Du Mouloudia d'Alger, oui, mais le MCO était out hein, dans ce match, malheureusement pour le spectacle, mais le Mouloudia d'Alger a assuré notamment sa victoire et les 3 points. On va suivre le résumé des 3 matchs disputés vendredi avec Fatah Abada. Le leader mouloudien n'a pas fait dans le détail face aux Hamraoua du MCO. Soutenus par leurs milliers de fans, les coéquipiers du Goliador Bayazid ont dominé leur vis-à-vis. Et c'est justement le centre avant du Mouloudia qui a ouvert la marque à la 63e minute suite à un joli centre du latéral droit Hamidi. Acculé par les attaques incessantes, la défense du MCO commet l'irréparable lorsque Ben Harran détourne le cuir dans ses propres filets après un centre de Zougrana. Et c'est sur le score de 2-0 que le Mouloudia l'emporte face au MCO. De son côté, le dauphin pakiste ne semble pas abdiquer, même si son adversaire du jour était son co-dauphin. Les Siskawa ont été les premiers à ouvrir la marque sur penalty par l'intermédiaire du Ghanéen Bako à la 28e minute de jeu. Juste après la pause citron, les genoux du Paradou sortent le grand jeu. À peine 2 minutes de jeu, l'inarrêtable Titraoui, après un joli service de Taha Yassine, nivele la marque. Dans les temps additionnels et toujours par l'entremise de Taha Yassine qui était sur tous les bons coups, ce dernier sert sur un plateau le rentrant Kouhili qui inscrit le 2e but pour les siens et donne une victoire importante à son équipe. Le Big Derby de l'Est entre l'entente de Sétif et le CS Constantine a tenu toutes ses promesses. Les Constantinois ont pourtant entamé le match de la plus belle des manières en inscrivant le premier but dès la 5e minute par Milo Derbiri qui a repris d'un joli ciseau un corner joué à la rémoise. Les locaux n'ont cependant pas abdiqué. À peine 5 minutes plus tard, le central constantinois Medani touche le ballon de la main. Et M. Soltani n'hésite pas à siffler le penalty que l'Hamri transforme en but égalisateur. Le même l'Hamri, à la demi-heure de jeu, place un coup franc. Une trajectoire flottante du cuir pousse le keeper Boussouf à relâcher le ballon dans les pieds de Chiri qui aggrave la marque et offre une précieuse victoire à son équipe après quelques semaines de disette. Voilà, on avait le résumé des 3 premiers matchs donc disputés vendredi avec Fatah Abada, Khaled Dekimash, Mouloudia d'Alger qui assure une nouvelle victoire. On pensait que la tâche allait être difficile, cette fois-ci pour le Mouloudia d'Alger, à Oran, face à une équipe du MCO, sous la conduite d'un Youssef Bouzidi qui avait déjà permis à cette équipe d'aller gagner à l'extérieur à Al-Bayad 1-0 une semaine avant, mais le Mouloudia d'Alger a fait le job et a su s'imposer logiquement vendredi. Non, l'avantage du Mouloudia, c'est qu'ils ont pas mal de joueurs. Mouloudia d'Alger, il faut bien... Oui. L'avantage du Mouloudia d'Alger, c'est qu'ils ont pas mal de joueurs qui ont fait la différence, à l'image de Bayazid qui a mis son 7e but ce week-end. Il a été transparent dans le match, mais il a su se montrer efficace. Il est payé pour mettre des buts, donc voilà. Il en a mis 7 jusqu'à maintenant. L'autre joueur, comment il s'appelle déjà Zougrana. Non, pas Zougrana. Naïdji. Naïdji, exactement. Naïdji aussi, il a mis aussi, il est quand même à... 9 buts, je crois, 8 ou 9 buts. Non, il a 8 buts et 4 ou 5 passes décisives. Plus, il était déjà à 7 passes décisives il y a quelques journées. Et puis comme il a dit Djilali Zougrana aussi, pour moi, c'est un excellent joueur au milieu de terrain. Donc ils sont vraiment dans une très bonne dynamique. Et ils sont en train de gagner. Bon, c'est vrai qu'ils ont perdu quelques matchs quand même. Non, un seul match. Non, ils ont fait des nuls chez eux. Et là, ils sont en train de se rattraper à l'extérieur.
de toute façon, même si le CRB quand même arrive à gagner ces 2 matchs en retard, ils auront toujours 5 ou 6 points d'avance sur. Abdelnour, on a parlé, merci Khaled, on a parlé de Belaïli dépendance. Finalement, le Mouloudia d'Alger n'a pas perdu en l'absence de Belaïli, a gagné 2 matchs, fait 2 matchs nuls en son absence. Et hier, par exemple, en l'absence de Belamri, là aussi, en l'absence de Ben Khemmassa, les 2 blessés, et en plus de Belaïli, il y a eu quand même des joueurs qui ont su remplacer ces joueurs. Halimia, là aussi, qui n'a pas débuté, avec Kamal Hamidi qui fait un excellent match. D'ailleurs, sur ce but, sur cette ouverture du score, il fait un centre, il met un centre à Bayazid exceptionnel. Le jeune Youssef Khouja, qui franchement il met patte, hein, il a de la patte ce jeune joueur, donc on sent une équipe quand même qui a de la qualité. Je vais commencer par le début. J'avais parlé de dépendance Belaïli. Bon, ils sont en train de prouver d'abord qu'ils peuvent jouer sans Belaïli, mais avec un Belaïli, le Mouloudé est encore beaucoup plus fort. Donc c'est une bonne chose. Et puis il y a la profondeur du banc, il ne faut pas oublier. Je crois que le Mouloudé cette année a Bouchelet, le jeune Bouchelet qui permet au Mouloudé de marquer face à Biskra, il est bon. Hein. Pratiquement le meilleur effectif. Et puis maintenant, depuis le début de saison, ils ont pris confiance. Ils sont pratiquement sur d'eux. Même quand c'est des matchs. Le seul match qu'ils avaient perdu, c'était en début de saison contre le CS Constantine. Et puis bon, les derbys, ils ont réussi à récolter un point, mais ils n'ont pas perdu jusque-là. Donc moi je vais revenir un peu, et là ils sont bien partis pour le championnat, mais je reprendrai une petite anecdote de Giroud à l'époque, où il restait que 5 matchs de championnat, il leur suffisait d'un seul point pour être champion de France. Il leur a dit, nous, on joue le maintien. Donc, moi, je dirais la même chose, on joue le maintien. Le Mouloudia ne peut pas se cacher, Abdelnour. Hein, non, ça, c'était pas... Voilà. Mais je crois que cette année, ils sont... D'ailleurs, même l'entraîneur Patrice Baumel l'a dit... Il commence à se lâcher un peu. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Peut-être prudent, mais on le sentait confiant après la victoire d'avant-hier face au MCO. On s'est dit, d'ici la fin des matchs allés, on va voir... On a vu qu'ils ont joué pratiquement contre les meilleures équipes du championnat. Quand on parle du CRB. 10 points d'avance sur l'USMA, c'est quand même conséquent. En attendant, évidemment, les matchs à disputer. L'USMA, ils ont un match en retard et le CRB, ils en ont 2. Exactement. Djilal est sur le Mouloudia d'Alger. Déjà assuré, on le disait déjà avant même cette dernière journée de la phase aller du titre honorifique de champion d'hiver. Vous pensez que le Mouloudia, le Mouloudia aura une phase retour compliquée, il faut le dire, avec pas mal de déplacements. Par rapport au parcours qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, on peut dire que c'est un parcours de champion, mais juste à la phase aller, Donc il ne faut pas, comme vous l'avez bien signalé, la phase retour sera très compliquée par rapport aux déplacements qu'ils ont, par rapport aussi, il faut pas oublier... Mais sur ce qu'on a vu de la part du Mouloudia et des autres équipes, est-ce que vous pensez que le Mouloudia pourrait être détrôné d'ici la fin de saison? Tout peut arriver. Et surtout, il ne faut pas oublier que le CRB et l'USMA qui arrivent, ils ont des matchs en moins. Donc ça va se jouer, ça va être compliqué, ça va se jouer. Djilali Touzi n'a pas voulu se mouiller. Mais c'est pas ça. Bon, je crois que cette année, vous n'avez pas voulu. Vous dites que. Champion, là, c'est clair. Ils sont champions. De la phase aller. Avec le parcours qu'ils font, ils ont emmagasiné un capital confiance considérable. Et un capital poids surtout. Capital poids. Et puis, c'est une équipe qui joue à l'extérieur ou à domicile, avec la présence de milliers de supporters. C'est ce que j'avais dit, en parlant d'extérieur. Même quand il n'y a pas de spectacle sur le terrain, un spectacle tribune, il y a des victoires en plus. C'est bien de le souligner, puisqu'on parle de match à l'extérieur, mais sur le terrain, les supporters du Mouloudia d'Alger étaient supérieurs à ceux du Mouloudia d'Oran. Pratiquement 25 000 supporters algérois se sont déplacés, c'est énorme. Il faut un parcours de champion, et pour cela... Et quand on est dans la peau d'un champion, en fait, tous les aspects, tous les détails qui rentrent en ligne de compte, qui concourent pour que l'on soit véritablement champion, sont au vert aujourd'hui. Les supporters sont présents. La qualité de jeu s'améliore parfois. C'est vrai. Parfois, ça se complique un peu, ça dépend des matchs, ça grince bien sûr. Mais sinon, dans l'ensemble, ils ont
Ils ont une organisation défensive qui n'est pas mal du tout, ils sont bons. C'est vrai qu'une Dans les défense, transitions, ils sont qui assure, mais ils sont suffisamment rapides. Et puis, ils ont aussi la qualité individuelle qui permet parfois, quand il n'y a pas de solution, d'en trouver individuellement. Donc, je crois que dans l'ensemble, le Mouloudia renferme les éléments qui sont à même d'être champion d'ici la fin de saison. Et l'une des belles surprises de ce championnat pour le moment aussi, c'est le Parado Athletic Club. Après une saison dernière chaotique où ils étaient à 2 doigts de quitter l'élite. Changement complet, hein, j'ai envie de dire, dans l'état d'esprit au sein de cette équipe. Et le Parado qui est allé battre Khenchela chez lui. Et cette équipe du PAC s'empare de la 3e place du championnat. Non, de toute façon, l'équipe du PAC, par rapport à l'année passée, je pense que ces jeunes joueurs ont mûri et ils ont pris de l'expérience par rapport à l'année passée. Et il y a eu aussi la patte Corentin Martis, il faut le souligner. Hein. Ça, c'est vraiment un plus. Et puis, vous oubliez, c'est le fait de jouer l'année passée, ils se sont sauvés pratiquement la dernière journée. Et ça les a fait vraiment mûrir. Et puis, on les connaît, c'est des joueurs c'est une équipe qui compte sur le cru. Et c'est vraiment un exemple pour, en principe, toutes les autres équipes. C'est une équipe qui... Avec un Titaraoui qui émerge encore une fois cette saison. Je pense qu'il ne va pas faire long feu au niveau du Parado. Je pense qu'il est appelé à partir en... C'est une tradition, de toute façon. Exactement. Après, il y aura un après Titaraoui, un après Moussaoui, un après X, un après Y. Ça a toujours été comme ça et ça sera toujours comme ça. De toute façon, c'est une recette qui est gagnante pour le Parado, non seulement sur le plan financier, et puis sur le plan du jeu, dans tous les domaines, quoi. Donc voilà. Le dernier match disputé vendredi, Djilali Touzi qui a opposé le derby de l'Est avec l'entente de Sétif, CS Constantine. Victoire des Sétifiens, mais malgré la victoire, le coach Dumas insiste pour partir. Il l'a redit à l'issue du match. Il est partant, il a donc dirigé, d'après ses dires, son dernier match à la tête de Sétif. Est-ce que vous pensez que c'est compliqué pour l'avenir de l'entente, qu'il devra chercher un autre coach? Saïd, l'entente, il ne faut pas oublier, elle est dans une période de transition. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a que des jeunes dans cette équipe. Donc l'effectif est talentueux et très jeune. Donc, mais malgré cela, Dumas n'a pas été, j'ai envie de dire, même quand il a démissionné, peut-être il s'attendait à ce que la direction lui renouvelle une certaine confiance. Ça n'a pas été le cas. Non, malgré ça, il y a une pression terrible de la part du supporter qui vraiment, lorsque l'entente joue son supporter, elle gagne. Lorsqu'elle joue chez elle avec le supporter, avec des supporters, elle perd ou elle fait match nul. Donc là, il c'est la pression des grands clubs. On va parler tout à l'heure de la JS Kabylie, c'est partout. Même le Mouloudia d'Alger, j'allais le dire à Mzeneri tout à l'heure quand il parlait de jeux parfois bons, parfois moins bons, mais c'est aussi la pression qui fait... Il ne faut pas oublier que c'est un effectif très jeune, inexpérimenté. C'est des joueurs qui viennent pratiquement de paliers inférieurs, donc ce qui influe négativement sur le rendement. Rapidement sur le CSC. Qui reste une équipe imprévisible. CSC, voilà, imprévisible. Parfois, elle enchaîne, elle montre du beau football. Elle fait une équipe dont les résultats sont en nom de scie, donc il faut se poser la question où il est le problème dans cette équipe du CSC. Pourtant, elle renferme un effectif de qualité. Elle gagne à domicile. Ils auraient pu repartir avec le point du match nul. C'était pas la bourde du gardien. C'est vrai. Ils auraient pu arracher le match nul. Mais ça ne tient à rien pour le CSC. On voit, cette équipe perd pas mal de points, assez bêtement. On l'a vu lors des derniers matchs. Elle domine et n'arrive pas à marquer. Lorsqu'elle marque, elle encaisse des buts gag aussi. Et c'est ça. Par rapport à le potentiel de joueurs qu'ils ont par rapport à l'entente de Sétif, c'est complètement elle s'est beaucoup améliorée depuis l'arrivée de Amarani. Le CSC. Mais le résultat ne suit pas. Ah oui, le début de saison avec Abourara, ça a été compliqué. Là, ils reprennent un peu, ils sont mieux. On va parler à présent, on va passer plutôt au match disputé samedi, et cette fois-ci, c'est Sami Achichou qui nous fait le résumé. Le CR Belouizdad qui recevait la JS Saoura, une équipe au parcours presque similaire, s'est imposé largement 3-1 dans un match qui a été très disputé de part et d'autre, mais dans lequel les joueurs du Shabab ont été plus réalistes. Le premier but de la rencontre a été inscrit par les Blues de grâce à Mzienne à la 17e minute de jeu, avant que Ben Ammar n'égalise à la 27e minute de la partie.
En seconde période, les rouges et blancs dominent le jeu et ajoutent logiquement 2 buts. Le premier par Wamba à la 69e minute, puis le second par Boras à la 77e minute de jeu. Grâce à cette victoire, le Shabab est 3e au classement général avec 25 points. À Tizi Ouzou, la JS Kabylie a frappé fort ce samedi en recevant la lanterne rouge l'USOuf. Et contre toute attente, ce sont les visiteurs soufis qui ont ouvert la marque par Belkhadem à la 14e minute de jeu. Ce qui a réveillé les joueurs de la JSK qui ont constamment assiégé le camp adverse. Suite à cette pression constante des Kabyles, Bouali réussit d'abord à égaliser à la 35e minute avant de doubler la mise lui-même à la 38e minute de jeu, donnant ainsi l'avantage aux jaunes et verts. Dans les dernières minutes de cette première mi-temps, Arjem ajoute le 3e but au profit de la JSK. Au retour des vestiaires, les visiteurs tentent de réduire la marque et ce qu'ils ont réussi à faire grâce au but marqué par Rahmani. Suite à cette victoire difficile, la JS Kabylie se retrouve à la 8e place avec un total de 22 points, alors que l'USOuf reste à la dernière place avec un total de 4 points seulement. De son côté, l'US Benaknoun n'arrive toujours pas à gagner son 2e match en Ligue 1 professionnelle puisqu'elle s'est contentée d'un 7e match nul concédé face au Amsel Bayed. L'US Biskra a quant à elle battu la coriace formation de l'AS Chlef par 2-0 grâce à Bousselm à la 40e minute de jeu et Siyam à la 49e minute. A noter que les locaux ont terminé la partie à 10 après l'expulsion de leur coéquipier. Voilà, donc merci à Samira Chouchou pour le résumé donc, des matchs disputés samedi. Et je commencerai par le CRB Louisde, l'ancien club de notre ami invité du soir, Khaled Dikimej. Le CRB Louisde a fait le job face à l'équipe de la JS Saoura, victoire 3-1. Le CRB qui était sur 3 matchs nuls consécutifs et qui a pu donc rebondir au stade du Saint-Juillet face à cette équipe de Béchar. Oui, c'est vrai qu'ils ont raté un petit peu le coach sur les 2 derniers matchs, en allant faisant match nul à Chlef et à Biskra aussi. Donc ils ont 0 partout à Chlef et 0 partout aussi à Biskra et 0 partout face au Mouloudia d'Alger. Donc, Non, mais je parle beaucoup plus des 2 matchs Chlef et à Biskra, c'est-à-dire quand on fait une course-poursuite après le leader, en principe on ne doit pas rater ce genre de match. Mais bon, comme tu l'as si bien résumé, Saïd, ils ont fait hier vraiment le job. C'était un minimum. Ils se sont fait un petit peu peur. Ils nous ont fait un petit peu peur, disons, en concédant un but. Après, bon, ils ont eu le mérite quand même de revenir et de gagner ce match. L'effectif cette saison du CRB Louisde, selon vous? Moi, j'ai trouvé... c'est vrai qu'il y a eu un recrutement assez impressionnant effectué par cette équipe du CRB, notamment les Mboulri, Guidioura et les autres, pour ne citer Telfello, pour ne citer que ces joueurs. Mais on sent une équipe qui je sais pas moi, j'ai envie de dire qui manque de confiance, manque d'inspiration, notamment sur le plan offensif. On sent une équipe, c'est vrai que défensif, elle s'est remise un petit peu sur le droit chemin, mais offensivement, elle n'assure plus le spectacle des précédentes années. Est-ce que vous êtes d'accord déjà avec mon analyse? Oui, c'est une équipe que je connais très bien. Parce que bon, dans l'intersaison, il ne faut pas oublier qu'ils ont quand même, le CRB a perdu 3 de ses meilleurs joueurs. Daraoui, Mérizek et Bouchard. Bouchard qui est revenu cet hiver. Donc Daraoui et Mérizek, c'était pratiquement la plaque tournante du CRB. La colonne vertébrale, on va dire. Après, bon, c'est vrai qu'il y a eu le recrutement de Benrit quand même, qui est pour moi un traître. Pour moi, qui est pratiquement le meilleur recrutement de l'intersaison du CRB. Et qui n'a pas su faire oublier Daraoui, il faut le dire. Même s'il a été bon, c'est vrai, je vous rejoins. Mais dans le jeu, on sent l'absence de Daraoui. Lui et Mérizek notamment. C'est pas ça. Je pense qu'à Benrit, il manque un Mérizek par exemple. Parce qu'avec Benrit, il y aurait un Mérizek, personne n'aurait pu parler de Daraoui. Parce qu'il faut une certaine complémentarité. Parce que donc sur le poste de 10 ans de sentinelle, le CRB, il y a Sama qu'ils ont pris. Bon, il n'a pas donné satisfaction. Il y a d'autres joueurs, il y a des jeunes. Mais c'est lui qui confirme aussi. Mais Salmi, c'est pas un sentinelle. C'est pas un sentinelle, effectivement. Salmi, c'est vraiment pas un sentinelle. C'est-à-dire, quand on joue avec un milieu à 3, en sentinelle, il ne peut pas y avoir Salmi. Salmi, c'est un gars qui joue sur la droite, qui se projette beaucoup. Je pense qu'il est en train d'être utilisé en tant que sentinelle. Il ne peut pas, c'est vraiment pas son il a été, c'est vrai qu'il joue plus dans l'axe depuis quelques matchs, mais... C'est pas son poste de prédilection. Après, le gros problème du CRB, c'est au niveau de l'attaque aussi.
Après, Comment l'expliquer avec les Belkher? On pensait à un Belkher, peut-être c'était là, sa saison, le jeune Belkher, Derfello qui revient, Wamba pour sa deuxième saison, on pensait qu'il allait être plus percutant. Mais après, même les choix du coach, de temps en temps, il change trop l'équipe. À un certain moment, au CRB maintenant, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas vraiment une équipe type. Et je ne sais pas si... Comment l'expliquer, ces changements répétitifs? Peut-être la richesse de l'effectif oblige peut-être le coach à faire des changements assez souvent. Parce que même au niveau de la défense, on a vu des fois, il fait des choix un petit peu... On a reproché à Kouké l'année dernière de ne pas... nuit. Exactement. Entre deux? De bien nuit. Oui. Parfois. Et l'année dernière, je me rappelle, on a reproché à Kouké, Nabil Kouké justement, malgré un parcours... de ne pas changer de ne pas changer l'équipe. Ouais. Voilà. Et lui, il change trop. Et Il faut trouver le celui-ci, milieu. voilà. Juste milieu. Non, mais bon, après, ce sont 2 saisons différentes. Ils ont pris quand même pas mal de joueurs. Je pense que la sauce n'a pas tout de suite pris. Et puis, il faut dire aussi que le Mouloudia, ils ont fait vraiment un départ tonitruant. C'est vrai. Puis l'intersaison du CRB était un petit peu mouvementée avec la participation à la Coupe arabe, avec le changement C'est d'entraîneur. vrai qu'il n'y a pas eu de repos pour le... Pratiquement. Pour le CRB. Changement d'entraîneur aussi. Donc ils ont pris le Belge au départ, qui au bout d'un certain moment s'est mis tout le monde contre... C'est-à-dire qu'il a eu des problèmes avec pratiquement tous les joueurs. Donc du coup, il était obligé de partir. Ils ont repris... L'objectif, Khaled Dekimesh, avoué par la direction du CRB, c'est aller le plus loin possible dans cette Ligue des champions africaine, c'est-à-dire atteindre au minimum les demi-finales. Est-ce que vous pensez qu'avec cet effectif et cet état d'esprit, ce jeu-là qu'on voit depuis le retour de Paqueta, notamment à la tête de la barre technique, le CRB peut atteindre ces demi-finales? Tout à fait. Quand on voit le match qu'ils ont fait avec le Ahli au Caire, ils sont passés d'un cheveu. C'est vrai qu'ils auraient pu marquer. Exactement, ils ont raté la victoire d'un cheveu. Après, moi je connais très bien l'état d'esprit des joueurs, et surtout du CRB. C'est une équipe qui se transcende dans les gros moments et dans les grands matchs. Espérons que ça sera le cas. Zénéré, sur la JS Kabylie, victoire très compliquée face au dernier du championnat, l'équipe de Oued-Souf. 3-2. Les rares supporters qui se sont déplacés au stade du 1er novembre ont eu chaud jusqu'à la dernière minute. Il y a eu aujourd'hui une conférence de presse du président Chelloul pour parler de l'actualité du club. On sent un club qui n'est pas serein, la sérénité n'est pas de mise, des joueurs qui veulent partir. J'ai été étonné d'écouter le président Chelloul parler du départ déjà du capitaine Badro Souyed qui a demandé à partir et que la direction lui a accordé donc ce départ. Bourrenchouch qui veut partir aussi. On sent un club qui n'est pas serein, un entraîneur démis de ses fonctions il y a quelques jours de cela, à savoir Rui Almeida. Ça sent pas bon tout cela du côté de la GSK. Vous avez parlé, moi je reviens vers vous. Pourquoi je reviens vers vous? Parce que vous avez été lucide dans vos analyses lors des précédentes émissions quand vous parliez de la GSK, de cette saison de transition. Tout à fait. Et qu'il fallait faire preuve un petit peu d'indulgence. Voilà. Mais là on sent aussi au niveau des décisions prises par la direction qu'on fait n'importe quoi. Malheureusement. Écoute, moi, il me semble, en tous les cas, la direction essaye de répondre à des exigences des supporters. Influence aussi. Oui, aussi. Donc, parfois, on a l'impression que ça patauge un peu, c'est pas cohérent. Donc, mais en fin de compte, quand il y a mécontentement de ce genre-là, la direction se sent dans l'obligation de donner des gages. Le dernier, c'est celui de se séparer déjà de l'entraîneur. Le deuxième, c'est qu'on n'en ramène pas un autre. On va garder Aïdjoudi jusqu'à la fin de saison. On garde la 7 et Aïdjoudi qui va être conseiller, etc. Ça, je ne comprends pas. Sincèrement, pour moi, c'est pas la bonne formule. Pour moi, soit on met la 7 entraîneur principal. On se met dans la peau Exactement. du chef. Voilà, on ne peut pas assurer deux postes. Et on prend l'équipe
soit on garde son poste. Et ça, je vais essayer, on va essayer d'appeler Aïsdine Ejoudi pour la prochaine il émission. doit le savoir aussi. Hein, il ne veut pas trop se mouiller pour l'instant parce qu'il le sait très bien, Aïsdine, que l'effectif de la JSK de cette année ne peut pas satisfaire, en tous les cas, les demandes des supporters. Il le sait, et ça, tout le monde le sait. Mais donc, ma foi, je crois que cette saison, la JSK doit, en tous les cas, gérer cette phase retour avec beaucoup de lucidité, beaucoup de calme pour essayer en tous les cas de terminer la saison à la meilleure place possible. Oui, avec moins de dégâts possibles. Moins de dégâts possibles. Effectivement, rapidement avant de donner la main à Djilali Touzi, puisque j'ai pas vu le temps passer, évidemment Ben Aknoun qui s'est fait rejoindre en toute fin de match par El Bayed, un but partout, a laissé filer 2 précieux points en quête de maintien et la belle victoire de l'US Biskra 2-0 face à l'AS Sochilef. l'AS Sochilef qui perd commence à sombrer malgré un effectif là aussi Ils n'ont pas gagné de match. c'est vrai, un effectif de talent. Place à l'équipe de la semaine avec Djilali Touzi. La semaine, donc le 11 de Djilali Touzi, rapidement Djilali. Comme gardien Moussaoui, parce qu'il a été déterminant dans ce match. Il ne faut pas oublier que l'équipe du Parado, jusqu'à maintenant, elle a encaissé 6 buts, donc c'est monsieur 50% de cette équipe. Hamidi du MCA, il a fait un bon match. Il a été excellent sur le flanc, sur le côté droit, de par ses montées, de par ses centres, donc il a été excellent. À gauche, Chikhi, le jeune joueur de l'Entente, capitaine de l'équipe nationale U23 qui a contribué énormément sur le plan offensif. Il a réussi quand même à marquer le 2e but de l'Entente. Bon, dans l'axe du CRB, bon, égal à lui-même, assurance, sérénité, un joueur dont le placement il est excellent. Abdellaoui, même s'il n'a pas eu beaucoup d'interventions, c'est le leader défensif de cette équipe du MCA. La semaine dernière. Et c'est vrai. Ah ouais, avec ça, je vais envoyer un message à notre ami Abdellaoui. Tu as été sélectionné aujourd'hui par, c'est vrai, il s'est racheté. Il a influencé. Il a influencé. Ah on remet en doute vos compositions, Djilali Touzi. Attention. Il mérite. C'est vrai que je l'ai vu. La semaine passée aussi, il a été bon. Abdenor, c'est vrai que je l'ai vu, Djilali Touzi, je l'ai vu à la sortie du studio avec Ayoub Abdellaoui, on discute. Non, la preuve, elle est là, il mérite. Rapidement, on n'a pas beaucoup de temps. Zograna égal à lui-même, bien sûr, très régulier dans sa performance, un volume de jeu important, donc c'est véritable révélation de ce côté du MCA. Bon, Nouri, un jeune de CSC, présence, polyvalence, énorme potentiel. CSC L'ESS, voilà. Pardon, l'entente, oui. Donc un excellent jeune joueur qui a fait un match énorme. Bon, Titraoui, c'est le régulateur. Un habitué, régulateur, ouais. C'est le maître à jouer de cette équipe. Il est régulier. Et lorsque Titraoui ne va pas, c'est toute l'équipe du PAC qui ne suit pas. Donc Boualia, je pense que c'est la révolte de Boualia. Il a été tout le temps remplaçant. Cette fois-ci, il a été titulaire. Bon, il n'a pas été remplaçant, il était blessé, il faut le dire. Il n'a pas été remplaçant. Mais cette fois-ci, étant titulaire d'entrée. La JSK ne peut pas se passer de Boualia, puisqu'il n'y a que ça qui fonctionne. Il y a eu des moments où il y a eu un choix. On a 1 minute 30 avant donc la fin de l'émission. Boualia, bon, il a été, je dirais, il a fait un bon match, il a marqué 2 buts. Wamba, voilà, l'attaquant. Opportunisme, je pense que il est buteur et le placement il est excellent. Belkhair, il a toujours été remplaçant. Cette fois-ci, pour la première fois qu'il soit titulaire, il a été excellent sur le flanc gauche. Il a distillé de bonnes balles. Le 2e but, c'est grâce à lui que Wamba a mis le ballon dedans. Corentin Martins, je suis dans l'obligation de vous couper. Corentin Martins. Parce que aller faire un match nul à Khenchela, c'est pas facile. Et surtout devant une équipe gagner à Khenchela, et surtout avec une équipe qui cherchait le podium, c'était pas facile. Merci beaucoup, messieurs. Merci Khaled Dikimesh. Merci beaucoup à vous. Juste un petit coucou pour un ami, ex-vice-champion du monde de karaté, Mustafa Sadoudi. On l'embrasse. Mziane, merci. Abdelmol, merci. Djilali, merci.
À dimanche prochain. Merci à toute l'équipe, évidemment, de la Régie 2, aux journalistes et toute l'équipe technique. Je vous dis à dimanche prochain. Voilà.